Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Visa Tink, une intégration pour scaler l'open banking. Jérôme Albus, VP Sales Europe chez Tink, et Audrey Chabin, Head of Business Development France et Benelux chez Visa. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, c'est comment on collabore avec les fintechs. Les fintechs font partie de cet écosystème. Et depuis ces dernières années, l'ont même bousculé et ont avancé l'innovation, dans le sens positif du terme, évidemment. Ce qu'on a ressenti en étant intégré chez Visa, c'est qu'il y a un ADN quand même qui est assez commun déjà au niveau du business. Alors, on a les mêmes ambitions, qui sont des ambitions d'améliorer l'expérience client au niveau des sujets paiement notamment. Et on a une même ADN qui est une ADN très tech. Lorsqu'on rassemble un acteur incontournable du paiement, Visa, et une scale-up européenne spécialisée dans l'open banking, Tink, on obtient un mélange savoureux de sujets. J'ai fait se réunir sur cette discussion Audrey et Jérôme pour nous parler de cette acquisition un an à peine après son officialisation. Avant d'entrer sur le sujet, Audrey nous donne un aperçu de la façon dont Visa travaille avec l'écosystème FinTech en Europe au travers des acquisitions, des collaborations ou des programmes de cartes. Elle nous partage les critères utilisés pour sélectionner les partenaires ainsi que les ressources mises à disposition des FinTech pour les aider à s'intégrer rapidement. Elle nous parle également de la manière dont Visa travaille avec les startups pour répondre aux besoins changeants de ses clients, améliorer l'expérience utilisateur et comment ils garantissent la continuité de ces partenariats sur le long terme. Jérôme revient sur l'évolution de Tink jusqu'à son acquisition et nous plonge dans le monde de l'open banking et ses multiples et florissants cas d'usage. Le cœur de l'échange se situe autour de la collaboration des équipes, la manière dont la culture se met en musique, les valeurs communes et les fruits de cette acquisition. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Audrey et Jérôme. Bonjour Solène. Bonjour. Hyper contente de vous recevoir aujourd'hui sur FinScale et je voulais quand même adresser un très très grand merci, un chaleureux merci aux équipes de communication côté Visa et Tink qui ont véritablement, on peut dire, œuvré pour que cet épisode prenne forme. Donc merci à ces équipes. Donc merci d'être là aujourd'hui. J'aimerais quand même, avant qu'on commence l'épisode, que vous vous présentiez à l'audience, s'il vous plaît, pour un petit peu voir d'où vous venez et ce que vous faites aujourd'hui. Merci. Ravie d'être là aussi, Solène. Merci pour cette invitation. C'est le premier podcast qu'on fait avec Tink. Donc voilà, c'est une première avec vous. Audrey Chabin, ça fait plus de 20 ans que je suis dans les paiements. Il y a 10 ans, j'ai rejoint les équipes Visa. Et il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on a créé ce nouveau pôle qui s'appelle Business Development pour couvrir en fait toutes les nouvelles activités et engager et développer les partenariats avec les nouveaux acteurs et les acteurs non traditionnels de l'écosystème de paiement pour la France, Belgique et Luxembourg. Top. Et avant Visa, qu'est-ce que tu faisais ? Je travaillais chez American Express. D'accord. Donc pas très... le paiement. Dans le paiement toujours. C'est ton domaine. Jérôme, on te connaît Jérôme. T'es déjà passé sur FinScale ? Oui, j'ai eu cette chance-là. La fois d'avant, c'était par téléphone parce qu'on était en plein Covid. Tout à fait, oui. Donc cette fois-ci, on a réussi à se retrouver enfin. C'est très très bien comme ça. Donc moi, j'ai rejoint Tink il y a 4 ans maintenant. 3 ans, 4 ans, oui, c'est 4 ans. Ça passe très très vite. Avant, j'étais toujours dans le monde de la FinTech, plutôt sur tout ce qui est capital market, dans des sociétés comme SunGard ou FIS. Mais depuis 4 ans, j'ai eu l'occasion du coup de lancer l'activité de Tink sur la France, puis le Benelux. Et maintenant, je m'occupe de l'activité commerciale en Europe. D'accord, super. D'ailleurs, j'encourage tous les auditeurs à réécouter cet épisode qui est où on parle évidemment d'open banking. Alors, l'objectif quand même de cette discussion, c'est qu'on parle de votre collaboration, de l'acquisition de Tink par Visa, bien sûr, mais j'étais aussi intéressée de te faire intervenir, Audrey, pour que tu nous parles un petit peu de la façon dont le groupe collabore avec les fintech et l'écosystème innovation de manière plus globale. Et je pense que c'est aussi très en rapport avec le poste que tu occupais encore avant celui que tu occupes aujourd'hui. Les deux, c'est en continuité, mais un peu encore plus aujourd'hui, d'accord. Je pense. Donc peut-être pour rappeler un peu l'activité de Visa, pour que les personnes aient en tête un peu ce qu'on fait. Ouais. Donc Visa, on est d'abord une société technologique de paiement. Et notre cœur de métier, c'est de gérer un réseau ouvert pour connecter les différents acteurs de l'écosystème de paiement, afin de nous assurer que les particuliers et les entreprises
puissent effectuer des paiements ou recevoir des paiements partout dans le monde, quel que soit le support. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, c'est comment on collabore avec les fintechs. Les fintechs font partie de cet écosystème. Et depuis ces dernières années, l'ont même bousculé et ont avancé l'innovation, dans le sens positif du terme, évidemment. Et la collaboration avec les fintechs va se faire de différentes manières. Je t'expliquerai un peu plus les différents types de collaboration. Mais d'abord, c'est dans l'observation. Donc, on s'inspire beaucoup. Nous, ça fait 60 ans qu'on est dans les paiements. On estime qu'on est peut-être une première fintech dans les paiements, aussi dans l'innovation. Mais pour que cette innovation continue à évoluer dans ce réseau, il faut aussi qu'on augmente en fait la collaboration avec les différents acteurs. Donc les fintechs inspirent parce qu'ils amènent des nouveaux usages de paiement, des nouvelles innovations. Et la façon dont on collabore, c'est qu'on les intègre dans le réseau et on s'assure de la connectivité des différents acteurs pour mettre à disposition ces innovations auprès des consommateurs et des entreprises. D'accord. Comment est-ce que tu définirais un partenariat réussi de Visa avec une fintech ? Le partenariat réussi, c'est quand on arrive à faire collaborer le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire garder l'agilité et l'innovation qu'amène la fintech et amener et intégrer cette innovation dans un réseau qui est résilient et qui puisse être en fait connecté à l'ensemble de l'écosystème. Alors, quand on a préparé cet épisode, parce qu'il y a quand même quelques sessions de préparation, je ne vais pas tout dévoiler, tu étais revenu sur 3 types d'engagements qui étaient envisagés, on va dire, plus ou moins forts. Est-ce que tu pourrais les détailler et peut-être prendre pour chacun d'entre eux, si tu peux, quelques exemples de partenariats fructueux ? Voilà. Et effectivement, dans la collaboration avec les fintechs, peut-être la première, c'est autour des investissements. D'où là le podcast avec Tink. Donc Visa regarde autour de l'écosystème les nouvelles technologies et les innovations. Et dans ce cadre-là, on investit dans certaines fintechs qui amènent en fait cette innovation. Donc Tink fait partie d'un bon exemple, mais on en a eu beaucoup d'autres avant. L'autre achat qui a été fait plus ou moins au même moment, c'est Currency Cloud. C'est vrai. Voilà. Et on développe aussi des investissements sur le domaine de B2B, sur l'enrichissement de la donnée et autres. Le deuxième type de collaboration, c'est quand on crée des partenariats avec des fintechs qui amènent de la valeur dans la chaîne des paiements aussi. Donc on ne va pas forcément faire de l'investissement à proprement parler, mais par exemple sur la partie sustainable, donc être capable de calculer l'empreinte carbone dans la transaction de paiement, on a fait un partenariat avec Ecolytic. Dans l'identification digitale, donc pour permettre de mieux reconnaître, d'authentifier les personnes au moment où on attribue une carte, là on a fait un partenariat avec Confindo et beaucoup d'autres dans ce type de partenariat. Et le partenariat qui est un petit peu plus au cœur de mon activité, c'est un partenariat plus commercial, j'ai envie de dire, où on va développer les solutions ou intégrer les solutions Visa avec des fintechs qui commercialisent les solutions de paiement. D'accord. Voilà. Parfait. Merci. Je t'ai interrompu, non ? Non, oui, enfin, c'était pas... Merci, je t'ai vu. Dans les partenariats, enfin, moi, si tu me laisses parler, je peux parler. Non, mais attends, l'idée, c'est que tu partages des infos avec nous. Donc, dans les partenariats, j'ai envie de dire, on ne va pas travailler en direct avec toutes les fintechs, il y en a beaucoup. Donc, un des leviers le plus important, c'est de travailler avec les partenaires qui ce qu'on appelle onboard les fintechs, à proposer des solutions de paiement. Donc ça, ce partenariat, il est très important parce que toutes les fintechs qui se lancent dans les solutions de paiement ne peuvent pas se lancer en direct, se connecter en direct au réseau. D'accord. Et ensuite, on a des grandes fintechs. Donc ces partenaires sont très importants. On les a au niveau global, européen et local. D'accord. Et au niveau global, on a des partenaires type Marqeta. Ouais. Au niveau européen, on a des partenaires comme Solaris Bank, Enfuse, Stripe, voilà. Et au niveau local, on a des acteurs comme Expolens, comme Ocali et d'autres qui vont arriver bientôt. D'accord. Sur les autres aspects, c'est quand on travaille en direct avec des fintechs plus matures, qui ont aussi des ambitions d'expansion au-delà du territoire français. Et là, on a des exemples concrets avec Lydia, qui est bien connue en France. On se développe aussi beaucoup au niveau B2B. Donc, on a développé des partenariats avec Manager One, Demoncard. Et là, en exclusivité pour toi, j'ai annoncé un nouveau partenariat avec Spendesk, qui va émettre sa première carte Visa au mois de juin.
Parfait. Alors quand vous mettez en place des partenariats, est-ce qu'il y a des critères, parce que tu disais que vous ne travaillez pas avec toutes les fintechs, c'est quoi les critères principaux que vous avez en tête pour déterminer si un partenariat a du sens d'un point de vue business, je sais pas, sécurité, image de marque, que sais-je? Toutes les fintechs ont du sens. Ce qui n'a pas de sens peut-être, c'est qu'on soit en direct avec toutes celles qui ne sont pas encore prêtes, qui n'ont pas le niveau de maturité, qui ne sont pas staffées pour pouvoir émettre seules les solutions de paiement. Donc celles-là vont travailler, on peut avoir des échanges avec eux, mais ils vont principalement travailler avec l'intermédiaire de ce qu'on appelle, nous, les enablers de fintech. Voilà, c'est de les critères. Et le critère, c'est vraiment la maturité et la capacité en fait de développer des nouvelles solutions et de mise en marché. Alors parce que je pensais aussi à des fintechs, il me semble que tu as mentionné Onfido. Donc quand je pensais aux critères, c'était aussi plutôt avec ces partenaires-là qui vous apportent vous une expertise que vous n'avez pas. Donc Absolument. Pour ce type d'acteurs-là, quels sont les éléments que vous gardez en tête qui sont des must-do, vraiment des conditions sine qua non que vous fixez à ces partenaires-là? Ces partenaires doivent tout d'abord répondre à des besoins réglementaires dans leur domaine d'activité. Donc ça, c'est au-delà de nous. Donc dans le premier critère, c'est de dire par rapport au domaine d'activité, est-ce qu'on a besoin d'avoir une certification de certaines typologies de normes, notamment sur la gestion de la data, la gestion de la transaction. Donc ça, c'est très important. Et après, nous, on a des process, en fait, de se dire par rapport à ces typologies d'activité, pour celles qui veulent se connecter directement à notre réseau, de vraiment avoir un process de certification, de validité en fait des différents services. Et après, on valide toute la chaîne en fait de valeur sur tous les partenaires de l'écosystème pour vérifier qu'il y a une vraie résilience en fait sur la transaction. Et avec ces différents acteurs avec lesquels vous collaborez à différents niveaux de la chaîne de valeur, quels sont les principaux obstacles ou challenges qui se posent, qui reviennent, qui sont récurrents, auxquels vous êtes confrontés, vous ? Sur la différente chaîne de valeur, c'est à un moment donné, c'est quand on a beaucoup d'acteurs, c'est vraiment identifier qui est responsable de quoi. Donc vraiment définir, mais on a défini ces règles-là de responsabilité et de s'assurer que l'écosystème soit fiable et la sécurité est là. Ensuite, nous, il y a une grande partie de notre cœur d'activité, c'est autour de la résilience, c'est autour de la cybersécurité et c'est autour de la fraude. C'est notre raison d'être en fait pour Visa. Carrément. Carrément notre raison d'être. Surtout quand on opère dans un réseau ouvert. Ouais. Donc on investit sur la cybersécurité plus de 9 milliards. On a investi plus de 9 milliards dans la cybersécurité ces 5 dernières années. Ça veut dire qu'il y a une grande partie aussi de ce monitoring en fait de la sécurité et de la fraude qui est opéré par nous. D'accord. Et donc, dans la façon dont vous fonctionnez, parce que donc là, tu as décrit beaucoup de startups européennes, est-ce que vous avez une approche au niveau groupe ou est-ce que c'est par zone? Comment ça fonctionne? En fait, on a une stratégie globale autour des fintechs et de plus en plus autour de l'écosystème, qui est extrêmement critique pour la mise en marché des différentes solutions. Et cette structure globale, elle est déclinée au niveau des régions, donc en Europe par exemple, et déclinée en France. Donc moi, dans mon équipe, j'ai des personnes dédiées pour développer les partenariats avec les fintechs, pour développer les partenariats avec les partenaires de l'écosystème français. D'accord. Alors, dernière question, après je te passerai la parole, Jérôme. Voilà, les fintechs, c'est quand même des boîtes, toutes ces startups, c'est des boîtes qui sont très jeunes, qui ont quand même une durée de vie qui est plus ou moins longue. Comment est-ce que vous faites pour garantir la continuité des partenariats? Alors, je reviens avec Onfido parce que c'est celui où, mais même Infuse, qui te donnera accès aussi à d'autres clients. Comment est-ce que vous maintenez vous assurez en fait de la continuité des opérations, parce que derrière, il y a encore d'autres clients qui sont servis? On a différentes façons de monitorer tout ça. C'est qu'on a des échanges réguliers, on a des points de validation en fait où on va aussi tester la résilience de certains des partenaires. Je ne sais pas si c'est le sens de ta question. Si, tout à fait, voilà. Exactement. si, tu as bien compris. Donc ça, c'est de fait régulièrement. Et puis, on a la capacité aussi d'auditer et d'aller sur j'espère site. Bien. Voilà. Quand même. Donc c'est tout cet échange-là. Et puis on suit au quotidien les datas, la résilience et toutes ces informations-là. C'est notre cœur de métier en fait. Ouais. On est autour de ça. Donc on a des points d'alerte parfois. Et puis quand il y a des actualités, on a la capacité en fait dans la façon dont on structure ces partenariats de stopper ou de faire en sorte que certaines activités soient protégées. Donc comme on appelle les ring fence en anglais, tout à fait. Tu vois, pour bien isoler en fait les cas si on a détecté un cas un peu frauduleux ou autre.
D'accord. Merci beaucoup Audrey, c'était très clair. Alors maintenant, je t'encourage à passer le micro à Jérôme, parce qu'on a un problème du micro, on a un micro pour deux. Jérôme, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui n'ont pas forcément écouté le premier épisode que nous avons enregistré ensemble, parce que c'était les tout débuts du podcast. J'aurais aimé que tu reviennes sur Tink en quelques minutes, et notamment avant, en fait, peut-être un peu la jeunesse de Tink et toute la phase jusqu'à l'acquisition, en fait. Tu reviennes sur le business model, la proposition de valeur de Tink au niveau global et puis peut-être plus spécifiquement en France. Oui, alors si on refait un peu l'histoire de Tink, en quelques mots, c'est une société qui a une dizaine d'années, qui a eu une première partie de vie, en fait, qui était très orientée sur de l'application mobile pour pouvoir gérer ses finances personnelles. Donc c'était une application mobile autonome, indépendante, en Suède, qui nécessitait évidemment, pour suivre ses finances personnelles, de pouvoir accéder aux données de ses comptes bancaires. Donc la première étape, ça a été ça. Ça a été de se dire, on va développer une technologie qui permet d'aller récupérer de la donnée de comptes tierces, d'autres banques, donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'open banking, et éventuellement ensuite, une fois qu'on a une bonne visibilité sur ces comptes, sur plusieurs comptes, avoir la possibilité de transférer de l'argent d'un compte à un autre, d'éviter des découverts, etc. Et donc ça, c'était l'accès au compte pour récupérer de la donnée et à la fois pour initier des paiements. Donc c'était vraiment la première phase qui a permis à Tink d'exister, mais en partant du principe que cet accès à la donnée bancaire allait certainement ouvrir pas mal de nouveaux cas d'usage à venir. Le marché n'était pas forcément prêt. Quand je parle du marché, je pense notamment aux banques, de lancer ce type de solution elles-mêmes. Et donc, il y a eu cette première étape. Mais par contre, à partir de 5-6 ans après le lancement de Tink... Qui était pré-PSD 1.2, hein. C'était hyper précurseur. Oui, tout à fait. Ça remonte à une époque où on ne parlait pas du tout de ces sujets-là, en fait. Mais il y a eu un réel intérêt de certaines banques majeures en Europe par rapport à la technologie et par rapport à cette capacité à améliorer l'expérience client. Et du coup, ils se sont dit, mais pourquoi pas travailler directement avec Tink plutôt que réinventer la roue nous-mêmes. Et c'est là que le modèle de Tink, en fait, a pivoté. Où on a commencé à sortir de l'exclusivité d'une application mobile indépendante B2C pour partir sur une solution basé sur les mêmes fondamentaux, on va dire, le même ADN, mais intégré dans les environnements bancaires. Cette fois-ci, pour que les banques puissent offrir un meilleur service à leurs clients. Et ce pivot, en fait, il a été assez essentiel dans la vie de Tink parce que c'est ce qui a permis, du coup, d'accélérer sa croissance, son développement, déjà en Suède, parce qu'il y a eu un énorme appel d'air, évidemment, et puis des arrivées de capitaux qui ont permis d'avancer un peu différemment, dans une logique un petit peu plus agressive au niveau de nos développements. Et des arrivées de capitaux qui se sont un petit peu enchaînées sur les années 2019-2020, qui ont permis en fait d'aller attaquer le marché européen avec de la présence locale. Donc c'est à ce moment-là que je suis arrivé sur la France pour ouvrir justement le marché. Mais en parallèle, cette même année-là, on avait ouvert un bureau à Londres, un à Madrid, pareil en Allemagne, à Amsterdam et ainsi de suite. Donc on s'est rapidement étendu pour aller au plus près du marché, comprendre les problématiques locales, pouvoir discuter avec les différentes institutions, les banques, les fintechs, les sociétés de paiement en local et vendre des solutions du coup qui correspondaient vraiment à leurs problématiques. Donc cette accélération, elle s'est faite aussi pendant cette période de Covid, qui a été accompagnée par plusieurs acquisitions, d'ailleurs en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Suède, pour en faire vraiment une plateforme européenne. D'accord. Pas seulement commerciale, mais technique aussi. Donc connecté à combien d'établissements à peu près ? À peu près à 3500 établissements dans 18 pays. Ouais. Oui, donc il y a eu pas mal de travail. Pas mal, beaucoup de lectures de RTS, n'est-ce Exactement. Alors, à l'origine, avant 2019, c'était pas forcément de la DSP2. Ouais. C'était d'autres types d'API. Mais évidemment, il y a eu cette bascule qui était essentielle par rapport à l'adoption sur le marché et la capacité ensuite à développer pas mal de nouveaux cas d'usage dans un contexte qui satisfait tout le monde. Ouais. Et alors, Tink, au moment de l'acquisition, c'était combien de personnes ? Tu pourrais nous donner donc, une idée de la taille de cette boîte ? Oui, c'était un peu plus de 500 personnes. Oui, quand même. Quand je suis arrivé 3 ans plus tôt, tu vois, on n'était pas tout à fait 100. Ouais. Donc il y a eu une croissance assez organique principalement, mais aussi externe avec quelques acquisitions, comme je le disais. Ouais. Donc c'est quand même une aventure qui a eu beaucoup de coups d'accélérateur sur les quelques dernières années, à partir du moment où il y a eu ce pivot dont je parlais. Écoute, merci. Alors, question qui me brûle les lèvres, c'est parce qu'on parle de l'open banking depuis des années. Il y a évidemment eu cette nouvelle directive de paiement donc qui a donné le cadre, mais est-ce que tu trouves que a posteriori, l'open banking a tenu ses promesses et si non, pas totalement, quels sont les freins actuels encore à craquer ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses par rapport à ça. Au niveau de l'open banking, est-ce qu'il a tenu ses promesses ? C'est quelque chose qui va avoir un effet majeur, je pense, au niveau de l'écosystème financier mondial dans les années qui viennent. Donc, se dire déjà aujourd'hui, est-ce que ça a tenu ses promesses ? Ça dépend où on plaçait la barre, en fait. Il y a eu des grands coups d'accélérateur, mais je considère qu'on est encore un peu au début de l'histoire. Si on regarde l'adoption, l'utilisation de l'open banking aujourd'hui par rapport à l'utilisation d'autres moyens de paiement, typiquement, ça reste microscopique. Par contre, ce qu'on espère et ce qu'on voit venir, c'est probablement une évolution exponentielle de l'utilisation de l'open banking. Et ça, sur plusieurs sujets. Là aussi, si on remonte un petit peu à l'open banking tel qu'il est aujourd'hui par rapport à ce que c'était aujourd'hui, ce qu'on voit par rapport à d'hier à aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une évolution assez intéressante. C'est qu'il y a encore 2-3 ans, quand on parlait open banking, ça restait très vague pour tout le monde. Le cas d'usage qui était perçu, c'était principalement un accès au compte bancaire. Pourquoi faire ? Avec une certaine frilosité des banques de se dire tiens, il y a mes données qui commencent à partir et c'est pas forcément ce que je souhaiterais, sur un monocas d'usage qui consistait à aller agréger ses comptes bancaires dans une application mobile sur 2 ou 3 banques. Bon, on s'est quand même rendu compte que c'était pas forcément le cas d'usage qui était le plus intéressant d'un point de vue retour sur investissement, ni pour les banques ni pour les clients finaux, et donc par contre, il y avait une possibilité probablement d'exploiter cette donnée de façon très différente, avec des cas beaucoup plus concrets. Et donc on est passé de quelque chose finalement relativement générique, l'open banking, l'accès à la donnée, mais qu'est-ce qu'on en fait ? En gros, j'ai accès à Internet mais sans Google, à une phase où on va aller productiser des offres qui sont liées à des problématiques. Donc on apporte des solutions à des problèmes. Parfois des problèmes d'ailleurs qui n'étaient pas forcément toujours identifiés, où on va créer de l'innovation et générer des nouveaux besoins, des nouvelles habitudes de consommation de certains services financiers. Et alors, si tu pouvais donner 2 exemples majeurs de nouveaux cas d'usage au travers de cette donnée qui se sont tout de suite mis en place. Oui. Alors, il y en a un qu'on voit énormément en ce moment, qui fait partie de tous ces sujets un petit peu en vogue, de BNPL, crédit à consommation, et ainsi de suite, où l'open banking, en fait, porte ces innovations-là, puisque ça permet d'avoir un accès instantané au compte, de faire une analyse instantanée des revenus, de la solvabilité de la personne, pour pouvoir débloquer une décision de crédit. Et ça, jusque-là, on passait plutôt par des échanges de feuilles de salaire, par toute une série de critères assez complexes, en fait, qui pouvaient décaler la décision de plusieurs jours. Maintenant, cette décision, elle peut être instantanée et surtout beaucoup plus fiable, avec des meilleures conditions pour le client et avec moins de risques portés, du coup, par l'établissement de crédit. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est en train de se développer à toute vitesse. Et ensuite, l'autre qu'on commence à voir vraiment émerger, accélérer avec de nombreux partenariats. Audrey parlait tout à l'heure de partenariats avec des acteurs du paiement, notamment des PSP. C'est aussi ce que fait Tink. On a annoncé plusieurs partenariats dans le domaine, notamment avec des acteurs comme Adyen, qui sont des acteurs assez majeurs, qui vont intégrer la brique Open Banking pour apporter des nouvelles options de paiement, en fait, des nouvelles solutions de paiement. Qui peuvent être assez intéressants dans certains cas d'usage, qui ne sont pas forcément toujours couverts par la carte ou qui sont assez compliqués quand on veut gérer du transfert de compte à compte au niveau d'expérience client, etc. Et du coup, ultra optimisé grâce à l'open banking, puisqu'on fait du paiement par banque, on se connecte à sa banque et on initie un paiement. Top, merci beaucoup, super intéressant. Après, c'est des sujets que j'ai un petit peu traités au fil de l'eau, bien sûr. Je pense que l'audience est totalement acquise à ce que tu dis. Alors, justement, acquisition. Petite transition. C'est une acquisition qui est assez récente. Donc, je te laisserai, Audrey, juger de ce que tu peux dire officiellement ou pas. Mais j'aurais aimé quand même que tu nous dises quelques mots sur cette acquisition et ce qui fait que, finalement, Visa et Tink ont décidé de se marier. Récent, mais ça fait 1 an à peu près. Tout juste 1 an, exactement. Donc c'est une acquisition d'1 an et ça fait plus d'1 an qu'on se connaît aussi, Jérôme. Donc on a collaboré, je pense, dès le premier jour, assez rapidement. Ça a du sens parce que dans ce que je te décrivais avant, la vision et la mission de Visa, c'est d'aller chercher l'inclusion et un accès plus simple aux services financiers. Et l'open banking fait partie de ces piliers. Et Tink était définitivement le meilleur partenaire pour nous, pour amener cette innovation dans l'open banking qui n'est pas le cœur de métier de Visa. Donc c'est cette complémentarité de compétences et d'activités qui fait du sens. Cette innovation va amener plus de services, une meilleure expérience client, comme le décrivait Jérôme, au niveau du consommateur final, au niveau des entreprises, mais à l'échelle européenne.
Donc nous, on cherche aussi cet accès sur plusieurs marchés. Et au final, on a l'innovation de l'open banking de Tink en combinant l'expérience et la résilience du réseau Visa. Tu parlais de 3000 partenaires que vous aviez. Visa, on en a plus de 15 000 mondialement. Et on donne accès à plus de 200 pays. On a une équipe en fait sur place et des partenariats qu'on développe au fil de l'eau. Et c'est cette combinaison en fait de ces deux activités qui crée notre force et qui nous permet aussi d'aller sur le marché, de proposer aux clients finaux, aux entreprises, mais surtout aux acteurs de l'écosystème, d'avoir un accès plus simple et qui diversifie en fait l'accès aux services financiers. D'accord. Alors, c'est une acquisition qui couvre le marché européen. Puisque Tink est un acteur européen. Est-ce que vous avez des targets identifiés sur d'autres continents ou c'est vraiment une spécificité européenne ? Alors là, je vais laisser la parole à Jérôme qui doit avoir une vision de l'expansion géographique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est présent, je disais, sur une vingtaine de pays en Europe. C'est déjà pas mal et c'est un marché qui est hyper intéressant parce qu'il est extrêmement fragmenté, donc il est difficile à pénétrer. Par contre, il faut rebondir un petit peu sur ce que disait Audrey. Visa est une boîte qui est présente dans plus de 200 pays. Je pense qu'on ne va pas s'arrêter à couvrir 10% du marché de Visa, ouais. Mais aller, en tout cas d'un point de vue couverture géographique, mais aller évidemment bien au-delà et probablement très vite. D'accord. Alors vous savez que je voulais aller très profondément dans le détail. Bon, finalement, on va être un petit peu plus léger, mais j'aimerais quand même que vous arrêtiez sur la culture de ces deux entreprises, parce que donc voilà, moi je connais Tink. Parce qu'on avait creusé il y a quelques années ensemble, Jérôme. Je connais bien sûr Visa et donc je vois deux cultures qui sont hyper différentes, à des stades de maturité qui n'ont rien à voir. Tu parles d'une entreprise qui a 60 ans par rapport à une entreprise qui a une dizaine d'années. Justement, comment on s'aligne culturellement et autour de quelles valeurs vous vous rassemblez sur ce nouveau projet commun ? Oui. Bon, déjà, il y a une société qui a 60 ans, l'autre qui en a 10, mais tu vois, avec Audrey, on a à peu près la même expérience. Donc, on se rejoint déjà à niveau micro, ouais. On va dire. Au niveau des entreprises, il y a ce qu'on a ressenti en étant intégré chez Visa, c'est qu'il y a un ADN quand même qui est assez commun déjà au niveau du business. Alors, on a les mêmes ambitions, qui sont des ambitions d'améliorer l'expérience client au niveau des sujets paiement notamment. Et on a une même ADN qui est une ADN très tech. Ce que disait Audrey tout à l'heure, c'est qu'à l'origine, peut-être qu'aujourd'hui Visa c'est une grande société, à l'origine c'était une fintech. Une société de paiement, on l'appelle comme on veut, mais ça a commencé plus petit. Et ce qui était assez impressionnant de voir, c'est que finalement, quand on est rentré dans ce groupe Visa, on a complètement retrouvé ça. Avec évidemment un niveau de maturité qui n'a rien à voir et pour le coup qui nous enrichit énormément, surtout sur des sujets qui intéressent beaucoup de monde, qui sont les sécurités, la compliance et tout ce qui est problématique de fraude. Dans le domaine de l'open banking, on est en plein dedans. Clairement. Évidemment, c'est essentiel. On ne partage pas ces données s'il n'y a pas un niveau de sécurité qui est absolument optimal. Mais donc, au niveau de la culture, au niveau de la technologie et finalement au niveau des solutions, il y avait une complémentarité qui était très importante. Alors ensuite, évidemment, il y a la grande société et la petite, mais je trouve que Visa a été assez exemplaire pour avoir vécu beaucoup d'acquisitions, autant en étant acquéreur qu'acquis, a été assez exemplaire pour laisser beaucoup d'autonomie, d'indépendance à Tink, tout en nous accompagnant un petit peu comme un grand frère, une grande sœur en fait, sans trop nous bousculer. Quelle belle image. Voilà. On retiendra cette image. Tu voulais ajouter quelque chose, Audrey ? Oui, je pense que c'est dans l'extension. En fait, Visa s'est beaucoup diversifié en 60 ans. Et en fait, notre activité, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on a des experts sur différents domaines. On n'en avait pas dans l'open banking, d'où l'acquisition de Tink. Mais en fait, Tink devient une extension de cette expertise. Et le cœur de notre activité, c'est que chez Visa, il n'y a pas de travail individuel. Tout est dans la collaboration. Et c'est juste l'extension de la collaboration, mais je pense que dans les équipes de Tink, ils sont aujourd'hui en contact avec toutes les équipes de Visa sur Terre, au niveau produit, au niveau commercial, au niveau compliance, au niveau stratégie. Et ça fait partie d'une brique additionnelle, en fait, de notre activité. Parfait. Donc, comme vous avez fêté vos noces de coton, je crois que c'est ça, hein, les noces de coton. C'est ça. Est-ce que vous pourriez, avant qu'on se quitte, nous dire de quelle manière vous avez concrètement l'intention de collaborer, peut-être sur certains use cases, si vous ne pouvez pas citer, trop rentrer dans le détail, mais nous donner un peu de flavor.
Oui, on peut absolument. Bon, il y a cet accompagnement sur l'expansion géographique. Oui, bien sûr. Voilà, qui est un des premiers volets. Et par rapport à notre cœur d'activité qui est autour de bien gérer l'activité risque, je vais te laisser aussi prendre la parole, mais on a, nous, beaucoup de services. Donc, on a nos propres services pour bien gérer la cybersécurité et la fraude, mais on met aussi à disposition des outils vis-à-vis de tous les acteurs de l'écosystème pour aider dans toute la partie scoring fraude au niveau de la transaction de paiement. Donc ça, c'est notre cœur d'activité aussi. Et Tink, je vais laisser la parole à Jérôme, va compléter en fait cette chaîne. D'accord. Oui, tout à fait. Donc sur la partie paiement, ce que je disais tout à l'heure, c'est un des sujets qui est assez évident, c'est surtout ce qui est émission de cartes de crédit. Typiquement, il y a cette notion de risque, pas forcément cybersécurité, fraude ou quoi, mais de risque de crédit, sur lequel évidemment Tink intervient et peut apporter une réponse instantanée sur une émission de carte. C'est un des exemples. L'autre évidemment qui me vient en tête, c'est ce côté complémentarité où on va se baser sur toute la capacité, la compétence de Visa sur la gestion des risques, de la fraude et ainsi de suite, mais apporter peut-être une autre brique au niveau de son réseau, qui est la brique Open Banking. Donc je ne sais pas si on peut dire que Visa est le réseau des réseaux, mais quelque part, voilà, on va être une autre alternative de paiement qui va enrichir en fait énormément l'offre et probablement même permettre d'apporter des solutions type alternative au prélèvement qui ne sont même pas aujourd'hui dans le cœur d'activité de Visa. Donc enrichir cette offre au sens large. Parfait. Écoutez, merci à tous les deux. Merci pour votre transparence. Avec plaisir. Pour se dire au revoir, je clôture par une recommandation d'un ouvrage ou d'un podcast, ou que sais-je. Qu'est-ce que tu nous recommandes, Audrey ? Pour ce mot de la fin, je recommanderais aux fintechs qui veulent découvrir un peu plus ce que fait Visa et comment accéder en fait aux différents partenariats, de venir sur notre site de Visa Partner Portal où ils auront la liste de toute notre activité et nos partenariats sur les différents pays. Très belle source d'inspiration. Merci Audrey. Et moi, j'en profite puisqu'on est là pour faire un petit peu de pub à FinScale, mais en gros, je suis beaucoup tout ce que tu fais et je trouve que c'est assez inspirant parce qu'en fait, tu couvres tout le marché, toutes les fintechs, toute l'actualité financière et l'innovation, donc c'est hyper enrichissant. Merci Jérôme pour ce petit coup de projecteur. À bientôt à tous les deux. Au revoir. À bientôt, merci, au revoir. Merci, au revoir Solène. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!